Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture du mois de mars. Je vais vous le faire en deux parties parce qu'au mois de mars, j'ai pas mal lu. Donc je vous ai découpé en deux le point lecture pour que ça fasse une vidéo pas trop longue. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de 6 romans et une BD. On va commencer par la BD, comme ça je n'oublie pas. Il s'agit du Cœur en braille de Joris Chamblin. Je vous mets de toute façon la couverture là, qui est une bande dessinée jeunesse que j'ai beaucoup aimée. On retrouve deux personnages adolescents, donc au collège, et en fait ils vont se rencontrer et devenir amis puisqu'ils vont faire un genre de pacte parce que le jeune homme est très nul à l'école, il y a beaucoup de difficultés, il se fait remarquer, etc. Et il a besoin d'améliorer ses notes. Et la jeune fille qui va se retrouver à côté de lui en classe est très bonne à l'école. Elle a un objectif parce qu'elle est musicienne et son rêve c'est d'aller dans une école spécialisée. Sauf qu'en fait, elle a une maladie qui lui fait perdre la vue et du coup ça devient très compliqué à l'école. Sauf que elle a peur que si ça se sait, elle ne pourra pas faire son concours de musique et aller dans cet institut spécialisé. Donc en fait, ils vont s'allier, comme ça, elle va l'aider à améliorer ses notes à l'école et lui va l'aider pour cacher cette déficience visuelle. Et ce qui les relie, parce qu'ils sont vraiment opposés au départ, c'est vraiment cet amour de la musique, chacun dans son style, mais c'est vraiment ce qui va les rapprocher et j'ai beaucoup aimé. On aborde énormément de sujets que peuvent côtoyer les adolescents, les collégiens. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment avec cette bande dessinée. Au niveau des romans, j'ai lu La vraie vie d'Adeline de Dieudonné chez l'Iconoclaste que j'avais acheté récemment. J'ai été quand même assez déçue parce que y avait une hype immense depuis sa sortie. C'est pour ça aussi que j'avais attendu avant de le lire. Ici, on est dans du roman noir. On va suivre donc la narratrice qui vit dans une famille donc avec son père, sa mère et son petit frère. Son père est chasseur. Il est aussi très particulier, violent, etc. Et donc elle va grandir dans cette famille-là. Sa mère qui est toujours le profil assez bas, discrète, qui se laisse pas mal faire par le père. Et donc le père qui va devenir aussi très dur et très violent envers ses enfants. Il va vouloir absolument que ses enfants et surtout le fils prennent la relève au niveau de la chasse, etc. Donc c'est une ambiance assez particulière, violente, noire. Et la narratrice nous raconte un peu son évolution, son enfance, son adolescence dans cette famille-là, jusqu'au jour où il va y avoir un accident qui va faire tout basculer et où elle va prendre en main les choses et elle va vraiment elle va vouloir se battre par rapport à son petit frère et à elle pour s'en sortir et éviter de finir comme sa mère et ou comme beaucoup d'autres personnes. Et voilà. Euh, j'ai pas forcément accroché à l'histoire. C'est un roman que j'oublierai assez vite. Là, ça va faire un mois parce qu'on est tout fin mars et c'était un des premiers livres que j'ai lu au mois de mars. Je l'ai très vite lu, mais c'est un livre que j'oublierai aussi très vite. Donc, ouais, je sais pas si je vous le recommande parce que je trouve qu'en roman noir, il y a quand même d'autres auteurs et d'autres romans que j'ai beaucoup plus appréciés. Donc je l'ai lu, au moins je mourrais moins bête, mais vraiment je comprends pas la hype qu'il a eu parce que des récits qui racontent des familles dysfonctionnelles, des familles violentes, etc. Voilà, donc si vous l'avez lu et que vous faites partie des gens qui ont adoré, qui pour vous ça a été une lecture marquante, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire ou alors en privé si c'est trop spoilant. Mais moi je suis passée à côté en fait, j'ai aimé ma lecture mais sans plus. Une autre lecture que j'ai bien aimée mais sans plus, il s'agit de 8 battements d'ailes de Laura Trompette chez Charleston. C'est un roman que m'avait prêté Cédrina quand j'avais été la voir il y a quelques temps. Et ici, j'avais tardé à le lire parce qu'on est en plein confinement, puisqu'on est en mars 2020, où on va suivre le portrait de 8 femmes partout dans le monde. Donc on est en France, en Chine, en Inde, aux États-Unis. Et il va forcément y avoir un lien qui va finir par unir ces femmes-là, mais c'est vraiment 8 femmes très différentes sur tout point, que ce soit sur le point social, sur le point marital, voilà. C'est vraiment
8 femmes différentes avec des problématiques différentes. Et Laura Trompette va nous décrire ces personnages-là, un chapitre à la fois. Pareil, j'ai passé un bon moment, c'était divertissant, mais facilement, facilement oubliable. Et je suis même pas sûre que je lirai d'autres livres de l'auteur parce que la plume m'a pas forcément touchée. Les personnages m'ont pas forcément plu. Il y a quand même une histoire, à un moment, des portraits de femmes battues, donc c'est quand même très triste. Mais j'ai pas réussi à m'accrocher à forcément des personnages. Il y a une vieille dame aussi en Italie. Voilà, j'ai bien aimé sur le coup, mais c'est pas des personnages qui vont me marquer au point que je vais vraiment retenir cette histoire et la recommander si on me parle d'une thématique. Voilà. Peut-être parce que par rapport au confinement, je vais me rappeler parce que typiquement là on démarre, enfin on est en plein mars 2020, avril 2020 au tout début du confinement, donc forcément ça marque et si on parle du confinement, je me rappellerai peut-être du titre du livre, mais pour l'histoire en elle-même ou les personnages, c'est pas du tout l'histoire que je vais retenir et un livre que je vais recommander. Ensuite, un livre que j'ai longtemps laissé dans ma pile à lire mais que j'ai enfin sorti, il s'agit de Tu n'auras pas peur de Michel Moiti chez Hervé Chopin Édition, HC Édition. Celui-ci, on est dans un thriller avec une plume très journalistique parce que Michel Moiti est journaliste, donc ça se sent. Ça m'a fait énormément penser au thriller de Paul Collis, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dans le même style très journalistique. Et ici, on va suivre Lynn Dunsday, qui est journaliste, une jeune journaliste qui est assez célèbre et qui enquête pour un site d'information sur Internet. Et ici, ils vont enquêter sur un tueur en série qui utilise notamment des morts réelles, en tout cas pas forcément de personnalité, mais des morts qui ont fait la une des journaux par leur originalité, j'ai envie de dire, par leur côté un peu hors du commun, qui ont fait un peu le buzz, et donc il va se servir de ces morts-là pour tuer ses victimes, pour mettre en scène en tout cas la mort de ses victimes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai la suite, une autre enquête de Linda's Day dans ma pile à lire et je la lirai avec plaisir parce que j'ai beaucoup accroché au personnage, j'ai bien aimé lire l'histoire. Il est quand même assez gros, hein, il fait pas loin de 500 pages, mais j'ai pris un énorme plaisir à lire cette enquête. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que ce soit une intrigue complètement romancée, mais qui avait quand même de l'inspiration de faits réels. Et ça, c'est souvent aussi le cas des romans de Michel Moiti. Et ça m'a un peu réconciliée avec lui parce que j'avais lu un livre sur la première guerre mondiale qui s'appelait Les Retournants, je crois, que j'avais pas trop aimé. Et du coup, là, ça m'a vraiment réconciliée. Ça m'a donné envie de continuer à lire ces livres. Notamment, du coup, la suite qui sera Et tout sera silence, il me semble. Ensuite, j'ai lu Les chats ont 9 vies. Moi, j'en aurai 2 de Julien Aimé, ou M, qui est publié chez l'Archipel. Ici, on est dans du feel good et je l'ai lu à un moment, le moment parfait. J'avais besoin de quelque chose de très cocooning qui fasse du bien au moral, qui redonne de la joie, la motivation, et c'est typiquement le livre qu'il fallait. C'est rempli de bons sentiments, les personnages sont hyper attachants. Comme d'hab, j'ai oublié les prénoms, mais on va suivre 2 personnes, une femme et un homme. L'homme, c'est Hugo, miracle, qui travaille dans une pizzeria puisqu'il a hérité de la pizzeria familiale. Mais il en a un peu marre parce que lui, il travaillait pendant ses études dans un restaurant étoilé auprès d'un grand chef. Et c'était son rêve en fait d'avoir un restaurant étoilé avec de la gastronomie française. Sauf que suite à un accident familial, il va devoir reprendre l'entreprise familiale, donc la pizzeria, et faire des pizzas napolitaines, je crois. Et lui, on sent qu'il est un peu bloqué là-dedans, d'autant plus qu'il est surendetté, notamment suite au Covid, où ça a fragilisé la restauration, et notamment son restaurant. Et donc, il se retrouve un peu la corde au cou à tout niveau, et il décide de faire appel à une agence qui s'appelle Renaissance, qui va l'aider à disparaître, et à se créer une nouvelle identité dans un autre pays, etc. Donc il fait appel à cette agence-là. Et ils ont, je crois, un mois ou 2, enfin ils ont un délai pour, avant de disparaître. Donc ils savent la date à laquelle ils vont disparaître. Et entre deux, ils doivent dire
ils doivent rien dire à personne, sinon leur couverture tombe à l'eau. Et en parallèle de ça, on suit une autre, donc une jeune fille. Là, par contre, j'ai vraiment oublié le nom, je crois. Julie, peut-être? Pas sûre du tout. Qui, elle, a une vie un peu compliquée sur Paris. Rien ne lui plaît, son boulot, sa vie sentimentale, rien ne va. Elle est dans une famille où elle se sent toujours moins bien parce que sa sœur a réussi. Elle se trouve un peu comme le vilain petit canard. Sa famille arrête pas de lui répéter, de la comparer à sa sœur, etc. Et du coup, elle est vraiment mal dans sa famille. La seule qu'elle adore, c'est sa grand-mère qui habite dans le sud. Et donc elle part la voir parce qu'elle sait que après elle va disparaître aussi puisque Julie du coup fait appel à Renaissance. Et donc un soir ils vont partir dans la pizzeria de Hugo puisque sa grand-mère habite dans la même ville qu'Hugo. Et au restaurant Julie va se rendre compte qu'elle connaît Hugo. C'était le garçon qu'elle avait renversé lorsqu'ils se sont croisés à l'agence Renaissance. Et en fait c'est un peu compliqué parce qu'ils sont censés le dire à personne. Et là pour elle c'est le moyen de parler de son projet à quelqu'un qui le partage et qui du coup, elle va pouvoir un peu partager ses ressentiments, ses émotions, etc. Et donc voilà, on part de là. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré suivre cette histoire, ça m'a fait beaucoup de bien. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais la plume nous embarque, les personnages sont hyper attachants. Je m'attendais beaucoup à la fin, en tout cas j'avais de fortes suspicions. Mais ça n'a en rien gâché ma lecture. J'ai beaucoup aimé. Donc si vous cherchez un roman feel good, un roman qui vous fait du bien, vous êtes dans une période où vous avez du mal à lire, vous n'êtes pas très bien, vous voulez quelque chose qui vous fasse du bien, un peu comme un bon dessert réconfortant, sucré, gras, eh ben lisez Les Chats en 9 vies, moi j'en aurais 2 de Julien Rémy parce que vraiment j'ai beaucoup aimé pour le coup. Ensuite, j'ai lu Tempête du Sud, donc le tome 1 de The Compass série de Brittany C. Cherry chez Hugo Poche. Ici, donc, on est dans une romance. Brittany C. Cherry, j'ai lu quelques livres d'elle et j'aime toujours autant sa plume. Je trouve qu'elle peut nous faire passer du rire aux larmes à chaque page. On se retrouve dans cette romance avec Kennedy et Jax. Kennedy, c'est une jeune femme qui vit un moment très très compliqué puisque elle se sépare du père de sa fille. Sa fille et ses parents sont décédés récemment et on sent qu'elle a une forte culpabilité en elle suite à la mort de sa fille et de ses parents. Et elle va emménager dans une maison très très loin de là où elle habite grâce à sa sœur qui va lui louer cette maison-là. Et elle va faire la rencontre de son voisin qui s'appelle Jax, qui lui est un jeune homme aussi très torturé. Il a très peu d'amis, au niveau des relations il les enchaîne, il y a beaucoup de difficultés à se poser dans une relation, il est très fermé, il a très peu d'amis, tout le monde le juge énormément comme un peu l'ours de la ville. Et en plus de ça, son père est mourant, donc on va le suivre quand il va aller voir son père à la maison de retraite, enfin dans une clinique. Et lui, on sent aussi qu'il y a de lourdes valises, qui porte de lourdes valises, on va dire, du passé. Et on va savoir très très vite que son père est un homme loin d'être appréciable, qui lui a fait la misère toute sa vie et que personne ne comprend un peu pourquoi il continue d'aller le voir et notamment de prendre soin de lui alors qu'il est en fin de vie, alors que toute sa vie il lui a fait la misère. Mais voilà, pour lui ça reste son père et malgré tout il essaye d'être présent comme il peut. Et donc forcément Jax et Kennedy vont se rapprocher et on va du coup suivre leur rapprochement. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette lecture, c'est qu'il y a énormément de réflexions, de pop culture. Il y avait notamment des petites piques par rapport à Gilmore Girl, à d'autres choses que j'ai oubliées. Mais c'est vrai qu'en lisant, ça faisait toujours un peu plus réel, j'ai envie de dire, de rajouter ces petits trucs de pop culture. Ça rajoute aussi forcément la génération. Parce que je pense que d'ici 10-20 ans, plus personne ne connaîtra Gilmore Girl, donc ça fera peut-être moins, ça plaira peut-être moins aux lectrices du futur, mais en tout cas, pour celles qui sont des années, on va dire 80-90, voilà, vous connaissez tous, je pense, Gilmore Girl, et il y avait plein de choses comme ça qui sont assez marrantes, et ça permet de souffler un peu parce que Brittany C. Cherry fait toujours des personnages très torturés avec des histoires très très noires.
Et donc c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez compliqué de lire ça. En plus, comme elle écrit très bien, elle nous décrit très bien les personnages, on s'attache très vite à eux. Donc forcément, quand on apprend des choses horribles sur eux ou qu'on sent qu'ils sont mal, bah, c'est un peu compliqué à lire. Donc d'avoir ce petit trait d'humour, ces petites références pop culture, ça fait du bien. Et vraiment, je trouve qu'elle a. Je lis pas forcément beaucoup de romances. Je pense que si vous suivez un peu ce que je lis sur ma chaîne ou Instagram, vous voyez bien que c'est souvent du contemporain ou même du roman noir. Et des romans, j'en lis très très peu, mais Brittany Setiri, c'est une valeur sûre. J'ai tous les livres de cet auteur que j'ai lus, en tout cas, ça a été de très très bonnes lectures. Et vous aurez la suite parce que avec Aurore, je l'ai pas dit, mais je l'ai lu avec Aurore. Avec Aurore, on se lit la suite au mois d'avril, donc forcément, au mois d'avril, vous aurez mon avis sur le tome 2. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez la romance aussi, vous voulez découvrir une romance pas trop gnangnan, pas trop cucu, où il y a de très bons personnages, où vous rigolez, vous pleurez et tout, lisez soit celui-ci, soit un autre roman de Brittany Setiri. Et le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de Séraphine ne sait pas nager de Anis Brochard chez Plomb. C'est un roman que j'ai reçu récemment, qui est sorti début mars et que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un roman assez court, hein. Chez Plomb en général ils font des romans assez courts. Il fait 260 pages, mais j'ai adoré faire la découverte de Séraphine, qui est un personnage très particulier, puisque Séraphine a grandi dans une famille avec un frère beaucoup plus âgé qui a passé la majorité de son temps en prison. Et à l'heure actuelle, elle est mariée et elle a une petite fille. Je ne sais plus vous dire l'âge quand ça commence, mais en tout cas, elle est déjà à l'école. Je pense qu'elle doit avoir 4-5 ans. Et en fait, le hic, c'est que elle va tous les mercredis rendre visite à son frère en prison, sauf que autour d'elle, personne n'est au courant qu'elle a un frère, et d'autant plus en prison. Donc voilà, elle cache depuis des années à son mari l'existence de son frère. Son frère va l'appeler pour lui dire je sors dans 26 semaines, 25 semaines. Voilà, dans 25 semaines. Et donc, Séraphine, son monde s'écroule parce qu'elle se dit que dans 25 semaines, son frère va sortir. Il va venir dans sa vie actuelle. Comment elle va l'annoncer à son mari? Comment il va le prendre? Quelles conséquences va avoir cette sortie-là? Comment il va vivre? Parce qu'en fait, il enchaîne à chaque fois des peines de prison. Donc au final, il n'a pas vraiment été dans la vie classique. Et donc on va suivre Séraphine là-dedans, dans ses turpitudes, dans ses pensées. Et aussi le fait original que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est important, c'est que son frère quand elle était petite, lui a appris à compter les points bonheur. Donc à la fin de la journée, elle fait un peu le décompte des points bonheur positifs et des points bonheur négatifs. Admettons, je sais pas, sa fille lui a offert un cadeau, elle va rajouter 10 points bonheur. Sa voiture est tombée en panne, elle va enlever 20 points bonheur. Et donc à chaque chapitre, on a aussi un peu cette météo de son bien-être et de son bonheur tout au long de l'histoire, avec ce qui s'est passé dans sa journée et ce qui a fait que elle est plus ou moins heureuse. Et ça, j'ai trouvé original, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai énormément, très vite d'ailleurs, dans l'histoire, je me suis très vite accrochée à Séraphine, ce qui est hyper rare parce que c'est un roman assez court, mais l'auteur a réussi à nous dépeindre une femme hyper touchante et où on se met à sa place et elle nous explique pourquoi en fait elle l'a jamais dit à son mari et une fois que le mensonge est en place, voilà, c'est assez compliqué de revenir en arrière. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai été très touchée par cette relation qu'elle a avec son frère, par ce secret qui lui pèse, par toutes ses pensées. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, donc en plus je l'ai vu mais nulle part. Et c'est encore un roman que je regrette de voir nulle part parce que j'adore ce genre de roman, donc je me dis qu'il doit y en avoir encore plein que je ne connais pas et que j'ai envie de lire. Donc si vous aimez beaucoup les contemporains et que ce que je vous en ai dit vous plaît, n'hésitez pas à vous procurer Séraphine ne sait pas nager de Anis Brochard chez Plomb parce que j'ai beaucoup aimé et que je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour cette première partie de Point Lecture du mois de mars. Je vous retrouve rapidement, je l'espère, pour vous faire le bilan de la suite et fin des lectures de mars. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel a été votre livre du mois de mars, celui que vous retiendrez de ce mois de mars. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très belle lecture. Ciao!